Il existe 3 niveaux de pouvoir dans ce monde. D'abord, les politiciens pour qui vous votez, puis les entreprises que vous connaissez de nom. Mais au-dessus d'eux se trouve un niveau de pouvoir caché, des familles qui contrôlent tout en silence. Ils sont prêts à mettre en place des structures de pouvoir parallèles, hors de portée de la démocratie, à travers des réunions secrètes et des forums mondiaux. Ils dirigent des gouvernements de l'ombre, influencent les marchés, voire même les guerres. Certains pensent beau qu'ils orchestrent des crises pour renforcer leur contrôle. Nous allons en parler très bientôt, mais pour l'instant, il vous suffit de savoir ceci. De l'aide financière apportée à la machine de guerre d'Hitler au financement du déploiement mondial des vaccins, les empreintes d'une famille suédoise réapparaissent sans cesse. Éteignez ceci maintenant pour mieux dormir. Mais si vous continuez à regarder, vous verrez comment le vrai pouvoir fonctionne et vous ne verrez plus jamais le monde de la même façon. De ces voitures descendant les figures les plus puissantes du monde, président, directeur général de multinationales, chef d'État, chef des services de renseignement, milliardaires de la technologie qui contrôlent la façon dont des milliards de personnes communiquent. Le groupe Bilderberg est une réunion des personnes les plus influentes d'Europe et d'Amérique du Nord. Wall Street, investisseurs, magnats, politiciens et membres de la royauté se retrouvent, excluant médias et monde extérieur. De quoi discutent-ils? Qu'est-ce qu'ils complotent? Depuis 70 ans, cette réunion fonctionne selon la règle de la Chatham House. Vous pouvez utiliser l'information sans jamais révéler la source. Secret et pouvoir parfait. Depuis sa création, le sommet Bilderberg a souvent suscité des rumeurs chez les conspirationnistes. De nos jours, Internet regorge de théories, d'élites reptiliennes, de cabales secrètes, d'un gouvernement mondial unique qui tire les ficelles. La plupart voient cela comme des fantasmes. Mais là où il y a de la fumée, il y a un peu de feu et la vérité peut parfois être plus proche que vous ne le pensez. Dire que nous voulions instaurer un gouvernement mondial est exagéré, mais pas totalement faux. Pas totalement injuste venant d'un homme ayant conçu le système. Mais si vous observez attentivement ce schéma, vous comprendrez pourquoi ces théories existent. Très bien, voici la réponse. Je me trouvais justement en Europe à ce moment-là, en route vers la Russie. Invité à Bilderberg par mon ami Vernon Jordan, héros des droits civiques. Bill Clinton assiste à Bilderberg en 1991, puis devient président des États-Unis 2 ans après. Tony Blair y participe en 1993. Petite question, vous n'êtes pas membre du groupe Bilderberg? À propos du groupe Bilderberg, oui, c'est en fait un groupe vraiment utile. Je me souviens d'un gars au fond, lors de celui de 1993. C'est un excellent moyen pour des personnes de différentes parties du monde de se réunir. 4 ans plus tard, le Premier ministre du Royaume-Uni, Barack Obama, y a assisté, tout comme la sénatrice Hillary Clinton à plusieurs reprises, en tant que secrétaire d'État. Alors, tout cela n'est-il qu'une coïncidence, ou bien l'entretien d'embauche le plus exclusif du monde? Nous ne le saurons jamais avec certitude, mais voici ce que nous savons. Selon des ordres du jour ayant fuité, la réunion de Madrid en 2024 s'est concentrée sur la guerre de l'intelligence artificielle, les monnaies numériques et la gestion de la population. L'avenir de 8 milliards de personnes décidé par 150 individus, aucun n'ayant été élu par vous. Mais dans le monde isolé de Bilderberg, la plupart de ces personnes, président, premier ministre, président, directeur général de la tech, sont tous subalternes à une famille qui est ici depuis plus longtemps que quiconque. Alors que les autres vont et viennent, les Wallenberg restent parce qu'ils ne sont pas des invités, ce sont les autres. Alors que les présidents américains servent au maximum 8 ans, les Wallenberg ont conservé leur siège pendant 7 décennies et ils représentent un empire. Des vaccins dans votre bras au réseau qui transportent vos données, jusqu'aux armes qui défendent vos alliés, 1 million d'employés, 275 milliards de dollars d'actifs contrôlés. Zéro apparition dans Forbes,
Pour une famille dont le pouvoir dépend de l'invisibilité, une réunion où rien ne peut être attribué est le forum parfait. Alors que les Américains observent le Congrès et les Européens le Parlement, certains critiques estiment que les débats les plus importants se déroulent dans des salles comme celle-ci. Aucun vote, procès-verbal ni contrôle démocratique. Ce que certains politologues décrivent comme une gouvernance de l'ombre, où les orientations politiques sont définies avant d'atteindre le débat public. Bien qu'ils contrôlent ces entreprises pesant des centaines de milliards, les Wallenberg reçoivent étonnamment peu d'attention de la part des médias traditionnels. Cette invisibilité systématique interroge comment une telle influence peut-elle rester largement inexplorée. Les recherches Google affichent des millions de résultats pour des milliardaires peu connus, mais très peu sur les Wallenberg. Plutôt que de recourir au lobbying traditionnel, ils agissent à travers des réseaux exclusifs où les dirigeants participent en tant qu'invités, et non en tant que décideurs. Ils ne suivent pas les tendances mondiales, ils les créent et se positionnent pour en profiter. Ils ne se contentent pas de réagir aux crises, ils se positionnent systématiquement pour en tirer profit, quels que soient les résultats. Mais pour comprendre comment une dynastie bancaire suédoise en est venue à contrôler les affaires mondiales, nous devons revenir là où tout a commencé, car tout a commencé avec un homme puissant. Juin 1971, une voiture est garée près d'un lac suédois, dans la brume du matin, un corps à l'intérieur. Le fils de Marcus Wallenberg Jr., Mark Wallenberg, est retrouvé mort à l'âge de 46 ans, selon la déclaration officielle. Suicide, dépression, difficultés, une perte tragique pour une famille éminente. Mais ceux qui connaissaient Mark se souviennent d'autre chose. Un homme qui avait commencé à poser des questions sur l'entreprise familiale, qui avait commencé à comprendre la véritable ampleur de ce que sa famille avait construit, qui luttait avec le poids d'hériter d'un empire bâti sur la souffrance humaine fabriquée. Certains chercheurs ont remis en question le récit officiel, bien qu'aucune preuve n'ait émergé pour le contredire. Ce qui demeure incontesté, c'est le moment. Un homme aux prises avec des questions morales concernant l'héritage de sa famille a été retrouvé mort alors que l'Empire continuait de s'étendre. Mais l'héritage familial était conçu pour la conquête dès le tout début. Et parfois, ils allaient jusqu'à sacrifier leurs propres enfants. André Oskar Wallenberg fait face à l'ennemi ultime auquel même l'homme le plus puissant ne peut échapper, la mort. Contrairement à la plupart des hommes dans leurs derniers instants, André ne songe pas à sa vie mais uniquement à l'avenir. Il sait que l'héritage Wallenberg qu'il a passé sa vie à bâtir doit maintenant être transmis à ses fils, un héritage qui n'était jamais censé aller aussi loin. Comment en est-on arrivé là ? L'histoire débute 70 ans plus tôt. En grandissant au début du 19e siècle en Suède, André Oskar Wallenberg fait face à de sévères limitations. La banque étrangère est dominée par les maisons allemandes et britanniques. La finance suédoise est primitive et axée sur l'agriculture. Contraint de trouver un autre moyen de survivre, André se tourne vers l'innovation bancaire moderne. Et il devient vite évident qu'il n'est pas un homme d'affaires ordinaire. En fait, l'approche d'André en matière de finance est révolutionnaire pour son époque. André n'est pas seulement très doué, il est exceptionnel et cette réputation d'exception finit par lui ouvrir des portes qui changent tout. Les compétences d'André attirent l'attention de l'élite politique suédoise et il ne tarde pas à siéger au Parlement tout en dirigeant sa banque. Ce double rôle propulse André dans une nouvelle catégorie, mais ce qui le distingue vraiment des autres banquiers, c'est sa spécialité. Tirer profit des crises. Grâce à un positionnement stratégique lors des ralentissements économiques, André contribue au financement de la transformation des infrastructures de la Suède. Ce mouvement élève sa femme et ses enfants de leurs origines de classe moyenne à l'élite financière de la Suède. Dans les années 1870, la transformation est remarquable. André contrôlait les chemins de fer suédois, la production d'acier et le développement industriel majeur. Mais pour André Oskar Wallenberg, cela ne suffit pas du tout. Il en veut plus, beaucoup plus. La richesse est éphémère, ce qu'il veut, c'est l'immortalité. Une dynastie qui survivra aux nations et aux empires. Pour réaliser cette vision, il doit voir plus grand,
Au-delà de la Suède, dès que les Wallenberg doivent beau s'étendre en Europe et pour exercer une réelle influence, leur système doit devenir mondial. Ainsi, dans ses derniers instants, en 1886, André transmet non seulement sa richesse, mais aussi sa vision. Il parle à ses fils d'une mission simple mais claire. Avec ces mots, l'idée de fonder un réseau financier européen est née. Jamais il n'aurait imaginé le monstre qu'il avait créé. Son rêve ferait des Wallenberg l'une des familles les plus puissantes de l'histoire et aussi l'une des plus controversées. Janvier 1933, Adolf Hitler prend le pouvoir. Et partout en Europe, la plupart des familles font l'une de ces deux choses. Elles fuient ou elles résistent. Mais les Wallenberg, eh bien, ils voient quelque chose de complètement différent et ils voient dans ça c'est l'opportunité commerciale ultime. Voici donc ce qui se passe ensuite. En seulement quelques mois, Marcus Wallenberg Jr. commence à établir des relations bancaires avec l'Allemagne nazie. Là, il ne s'agit pas simplement de prêts ordinaires, mais de services financiers spécialisés pour un régime qui prépare activement la guerre. Et ce n'est pas n'importe quel régime, n'est-ce pas? C'est une machine qui a été conçue dès le départ pour la conquête. À mesure qu'Hitler construit sa machine de guerre, la neutralité suédoise devient une couverture idéale. Les roulements à billes affluent en Allemagne, la production d'acier croît, les composants d'armes sont expédiés. En résumé, tout ce dont la Wehrmacht a besoin passe par des entreprises suédoises. Mais que se passe-t-il ensuite ? Eh bien, cela révèle la véritable ampleur de cette collaboration, et honnêtement, c'est plus sombre que vous ne pourriez le penser. Nous sommes en 1942, la Shoah prend une dimension industrielle. Et, selon les enquêtes officielles sur l'usure, les banques Wallenberg traitent des biens juifs volés, transformant effectivement le génocide en profit trimestriel. Maintenant, avant que vous ne pensiez qu'il ne s'agit que de spéculation ou de théories du complot, laissez-moi être clair, ce ne sont pas des théories farfelues. Ce sont des accusations officielles du gouvernement provenant du département du Trésor des États-Unis. Mais attendez une minute, comment une famille bancaire suédoise en est-elle arrivée à devenir le partenaire financier de Hitler pour commencer ? Eh bien, cette histoire remonte en fait à plusieurs décennies. Après la mort d'André Oscar, en 1886, ses fils se sont étendus à travers l'Europe. Ils ont perfectionné ce modèle de profit pendant la Première Guerre mondiale, vendant à tous les camps tandis que la Suède restait neutre. Puis, dans les années 1920, ils avaient construit ce qu'on pourrait appeler le système parfait pour les affaires louches. Des sociétés écrans, des comptes anonymes, des transferts complètement intraçables. Alors quand Hitler arrive et a besoin de partenaires financiers capables d'opérer dans l'ombre, eh bien devinez qui est parfaitement placé et prêt à agir. C'est exact, les Wallenberg. En 1945, alors que la guerre se termine, le département du Trésor américain officialise la situation. Ils émettent des accusations officielles de collaboration avec les nazis. Ils bloquent les avoirs de Wallenberg, ils créent une véritable confrontation diplomatique. Le gouvernement suédois subit soudain une forte pression internationale pour enquêter sur sa famille, la plus puissante. Mais c'est ici que cette histoire prend un tournant. C'est honnêtement déchirant parce que pendant que Marcus Jr. finance un génocide, il y a un autre membre de cette même famille qui fait quelque chose de complètement différent. Son cousin éloigné, Raoul Wallenberg, risque absolument tout pour sauver des vies juives à Budapest. Réfléchissez-y un instant, le même nom de famille, deux choix complètement opposés, un homme finance le mal, un autre se bat au péril de sa vie. Les personnes dont les proches meurent à la guerre ou disparaissent ressentent un certain réconfort une fois qu'elles savent où leurs proches sont enterrés. Et nous ne savons pas, nous ne connaissons pas la cause du décès, l'heure du décès, ni où il se trouve, où sont ses restes. J'essaie de me concentrer sur la justice, la paix, l'amour et la charité, plutôt que sur le sang, la violence et la vengeance. Mais je n'ai pas pardonné et je n'ai pas oublié. En janvier 1945, un drame survient. Raoul disparaît aux mains des soviétiques et ne revient jamais. Le héros s'efface, tandis que les collaborateurs survivent et prospèrent.
Et ça, malheureusement, c'est simplement la logique mathématique du fonctionnement du pouvoir dans ce monde. Lorsque les enquêtes d'après-guerre sont enfin terminées, elles révèlent toute l'ampleur de ce qui s'est passé. Nous parlons de millions en or nazi qui ont été traités, d'actifs juifs volés qui ont été blanchis, de profits de l'Holocauste qui ont été distribués. Voilà ce qui montre vraiment comment fonctionne le monde. Dès 1948, la politique de la guerre froide prime sur la justice. Les avoirs sont discrètement restitués, les enquêtes sont discrètement closes, et la leçon, la leçon est très bien retenue. La leçon, c'est que ce mal systématique peut être incroyablement rentable tant que vous avez les bonnes connexions politiques. Et cette leçon, elle guide la famille jusqu'à aujourd'hui. Certains estiment que cela a créé le modèle pour profiter des crises modernes, tandis que d'autres pensent que ce n'était que des affaires courantes en temps de guerre. Mais voici ce qu'il faut savoir sur la collaboration avec les nazis. Ce n'était que le début. Ce qu'ils ont appris sur l'ingénierie des crises, et pendant le génocide, ils allaient le perfectionner lors de la prochaine grande opportunité. La guerre froide, 50 ans de conflits orchestrés, 2 superpuissances mondialistes qui s'affrontent et une famille suédoise placée pour contrôler les deux camps. Février 1945, conférence de Yalta. 3 hommes assis à table divisent le monde en sphères d'influence. Alors que la guerre contre Hitler fait encore rage, Staline veut l'Europe de l'Est, Roosevelt veut que les idéaux démocratiques soient respectés, Churchill veut préserver l'Empire britannique. Ils trouvent un compromis en coupant l'Europe en 2. Aux yeux du monde, cela ressemble à la politique désordonnée de la victoire. Pour les Wallenberg qui observent ce depuis Stockholm, cela ressemble à l'opportunité d'une vie. Car tandis que les dirigeants mondiaux voient un conflit idéologique naître entre le capitalisme et le communisme, les Wallenberg voient quelque chose d'infiniment plus rentable. Un conflit qui pourrait être géré, prolongé et exploité pendant des décennies. Après 12 ans à rendre Hitler dépendant des fournitures suédoises, ils montraient que même le génocide pouvait devenir un modèle économique. Désormais, ils passeraient 50 ans à rendre les 2 superpuissances aussi dépendantes. Situation idéale, 2 superpuissances aux idéologies opposées. Toutes 2 convaincues de se battre pour la survie même de la civilisation, toutes 2 prêtes à dépenser tout ce qu'il faut pour gagner. Et la Suède, officiellement neutre, placée juste entre elles. Le parfait intermédiaire pour une famille qui a maîtrisé l'art de vendre à tous les camps. Tandis que dirigeants américains et soviétiques tracent des frontières, les Wallenberg privilégiant les profits et abolissent les frontières. Leur stratégie est d'une simplicité brutale, financer à la fois l'expansion communiste et la résistance occidentale, s'assurant que chaque action entraîne des réactions nécessitant davantage de financement des 2 côtés. La neutralité suédoise n'est pas qu'une position politique, c'est aussi une stratégie commerciale offrant une couverture idéale pour ce que certains chercheurs décrivent comme le plus grand système de profits bilatéraux de l'histoire. Le lieu s'est illuminé. L'ère atomique débute et les 2 superpuissances s'engagent soudainement dans une course pour la suprématie nucléaire. Celui qui obtient la bombe en premier gagne tout, celui qui prend du retard risque l'anéantissement. Mais que se passe-t-il si aucun des 2 camps ne gagne? Et si les 2 camps restaient coincés dans une compétition dépensant des milliards pour des armes inutilisables? Des documents indiquent que les compagnies minières Wallenberg ont fourni de l'uranium aux programmes nucléaires américains et soviétiques, profitant de la neutralité suédoise pour exporter légalement des matériaux devenus des armes des 2 côtés du rideau de fer. Les analystes financiers remarquent le schéma. Chaque avancée nucléaire américaine était suivie d'une percée soviétique en quelques mois, maintenant les 2 camps enfermés dans ce qu'ils appelaient la destruction mutuelle assurée, mais que les Wallenberg appelaient la dépendance mutuelle assurée. Juin 1948, le secrétaire d'État George Marshall annonce le programme de reconstruction le plus ambitieux de l'histoire.
des milliards de dollars américains pour reconstruire l'Europe dévastée par la guerre et stopper la propagation du communisme. On le présente au public américain comme un acte de charité et de stratégie, mais les documents financiers révèlent quelque chose de plus calculé. Les entreprises Wallenberg ont réussi d'une manière ou d'une autre à dominer les contrats de reconstruction dans toute l'Europe de l'Ouest, tout en développant simultanément leurs activités dans la sphère soviétique. Ils ne se contentent pas de profiter de l'argent du plan Marshall. Des preuves indirectes qu'ils ont structuré le plan pour qu'il nécessite l'industrie suédoise. Les Américains financent la reconstruction de l'Europe, mais cet argent transite par des entreprises qui rendent les deux camps dépendants de la technologie Wallenberg, créant ainsi un levier économique qui transcende toute idéologie politique. Gérer un conflit de 50 ans nécessite des renseignements des deux côtés, et certains historiens soutiennent que les Wallenberg ont précisément construit cela. Un réseau d'agents ayant accès à la fois aux opérations de la CIA et du KGB. Il ne s'agit pas d'aider un camp à gagner, mais de gérer l'intensité du conflit sans viser la victoire d'une superpuissance. L'objectif, c'est l'équilibre, empêcher qu'un camp ne gagne trop vite ou que l'autre ne perde complètement. Parce que la guerre la plus rentable, c'est celle qui ne finit jamais. Mais le contrôle ultime n'est ni les armes ni l'argent, mais l'information. Pendant la guerre froide, contrôler l'infrastructure des communications, c'était contrôler le flux des renseignements. Les systèmes de télécommunications Ericsson sont utilisés dans les centres de commandement de l'OTAN et les installations militaires du pacte de Varsovie. La même entreprise suédoise construit l'infrastructure de communication sécurisée utilisée par les deux camps pour planifier leurs opérations. Les experts en renseignement soulignent les implications stupéfiantes. Si la même famille contrôle les télécommunications des deux côtés du rideau de fer, elle a potentiellement accès à toutes les communications militaires, à chaque câble diplomatique, à chaque plan stratégique des deux superpuissances, l'avantage informationnel ultime dissimulé derrière la neutralité suédoise. Une guerre directe entre superpuissances finirait vite, sans doute par une annihilation nucléaire, détruisant marché et profit. Mais les guerres par procuration en Corée, Vietnam, Afrique et Amérique latine, celles-ci pouvaient durer des années, consommant des armes, de la technologie et du matériel industriel sans jamais menacer les fournisseurs. Les preuves suggèrent une implication systématique de Wallenberg dans l'ingénierie de ces conflits régionaux. Non pas en créant les tensions, mais en fournissant à chaque camp les armes et équipements pour des guerres prolongées. Chaque conflit régional génère une demande d'armes pour les superpuissances, qui ont aussi besoin de roulements à billes, d'acier et d'équipements industriels suédois pour leurs avions, armes et usines. Les guerres par procuration deviennent des centres de profit, transformant la souffrance humaine dans les pays en développement en bénéfices trimestriels à Stockholm. Le problème mathématique d'un conflit prolongé est simple. Si un camp obtient trop d'avantages technologiques, la guerre prend fin. Les Wallenberg semblent avoir résolu ce problème grâce à ce que les chercheurs appellent le transfert technologique bidirectionnel systématique. Quand l'Amérique crée une nouvelle technologie militaire, des entreprises suédoises l'obtiennent sous licence. Quand la Suède neutre exporte vers le bloc soviétique, la technologie l'accompagne. Quand les soviétiques innovent, le processus s'inverse. Certains analystes estiment qu'il ne s'agissait pas de fuites accidentelles, mais d'une politique délibérée pour maintenir l'équilibre technologique, obligeant les deux camps à dépenser sans qu'aucun ne l'emporte. L'espionnage industriel comme modèle économique, garantissant une demande perpétuelle en empêchant tout avantage décisif. Les années 1970 apportent un danger à ce modèle économique. L'espoir, la détente, l'apaisement des tensions de la guerre froide. Nixon et Brejnev sont réellement en train de discuter. Des traités de contrôle des armements sont signés. La guerre pourrait réellement prendre fin, mais la paix est catastrophique pour ceux qui profitent du conflit. Les registres financiers montrent un schéma suspect à chaque percée vers la paix. Les conflits reprennent mystérieusement, les négociations s'effondrent, les tensions s'intensifient justement lorsque des résolutions semblaient possibles. Selon tous les critères objectifs, la guerre froide fut un immense succès pour l'empire Wallenberg. Des décennies de conflits maîtrisés, générant une richesse générationnelle et une influence mondiale sans précédent. Mais le profit systématique tiré des crises a un prix personnel, même pour les familles les plus puissantes. Même les architectes des systèmes mondiaux ne peuvent échapper au coût humain de la machine qu'ils ont construite.
Chaque fois que la détente prend de l'ampleur, une nouvelle crise éclate. L'Angola sombre dans la guerre. Alors que le contrôle des armements progresse, l'invasion soviétique de l'Afghanistan tue le traité SALT II. Certains chercheurs suggèrent qu'il ne s'agissait pas de coïncidence, mais de perturbations systématiques destinées à empêcher la paix d'éliminer le profit. Au milieu des années 1980, l'Union soviétique agonise. L'économie planifiée ne rivalise pas avec l'innovation occidentale. La course aux armements les mène à la faillite. L'effondrement est certain. Les analystes occidentaux ignorent donc les signes, mais pas les Wallenberg. Les registres financiers révélant que leurs entreprises ont cessé d'investir dans le bloc soviétique plusieurs années avant l'effondrement, réorientant leurs actifs vers la privatisation en Europe de l'Est. Comment savaient-ils ? Certains analystes estiment qu'il s'agit moins d'intelligence que de dépendance. Ils contrôlaient les chaînes d'approvisionnement, ils ont vu l'économie soviétique souffrir du manque de composants essentiels. Ils ont anticipé l'effondrement car ils l'organisaient discrètement en stoppant les transferts de technologie qui maintenaient les soviétiques compétitifs. La chute du communisme ne les a pas surpris, c'était une opportunité commerciale qu'ils avaient préparée pendant des années pour exploiter. Novembre 1989, le mur de Berlin tombe et les foules célèbrent la fin de la tyrannie. Décembre 1991, l'Union soviétique se dissout et le monde célèbre la victoire de la démocratie. 50 ans de guerre froide, des milliers de milliards dépensés en armes qui n'ont jamais été utilisées, des millions de morts dans des guerres en guerre par procuration à travers l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine. La plus grande lutte idéologique de l'histoire humaine est enfin terminée. L'empire Wallenberg, durant cette même période, a connu une croissance estimée à 2000%. Les analystes financiers calculent que la famille a gagné des centaines de milliards grâce à 5 décennies de conflits gérés, prouvant que la guerre la plus rentable est celle qui ne se termine jamais vraiment, mais qui ne détruit jamais complètement vos marchés. Ils avaient perfectionné le modèle que leur grand-père avait commencé. Créer la dépendance, provoquer des crises, tirer profit du chaos. La guerre froide était leur chef-d'œuvre. Avec la fin de la guerre froide, les Wallenberg ont fait face à leur plus grand défi, la paix. Pas de conflit, pas de crise, donc pas de profit. Pourtant, ils s'y préparaient depuis longtemps. Pendant la guerre froide, ils désignaient déjà un nouvel ennemi, encore plus redoutable que le communisme, car il ne peut ni se rendre, ni négocier, ni être vaincu. 10 ans après la fin de la guerre froide, ils l'obtiennent. Un ennemi qui vit dans l'ombre, qui peut être partout et n'importe où, qui justifie une surveillance totale et une mobilisation militaire permanente. La guerre contre le terrorisme. Et cette fois, le champ de bataille n'est pas l'Europe de l'Est ou l'Asie du Sud-Est, c'est partout. Chaque téléphone, chaque ordinateur, chaque transaction numérique, chaque communication humaine. Parce que combattre un ennemi invisible exige de surveiller tout le monde, tout le temps, pour toujours. Et les Wallenberg, ils ont construit l'infrastructure de surveillance qui rend cela possible. Ericsson Télécommunications, système de surveillance numérique, la technologie du contrôle total, vendus comme des outils de sécurité. Ils ont passé 50 ans à perfectionner la gestion de crise lors de conflits militaires. Ils sont désormais prêts pour un projet plus ambitieux. Une surveillance totale justifiée par une peur constante. La guerre froide était un entraînement, la guerre contre le terrorisme est le chef-d'œuvre. Et cette fois, la dépendance qu'ils créent n'est pas seulement économique, elle est numérique, permanente et totale. Le 11 septembre 2001, le monde change à jamais, près de 3000 morts, une nation traumatisée, et en quelques heures, une nouvelle guerre est déclarée. Mais cette guerre est différente de tout ce qui a précédé. Aucun État-nation à vaincre, aucune capitale à capturer, aucun armistice à signer. C'est la guerre contre le terrorisme, un ennemi qui peut être partout, qui ne peut jamais se rendre, qui peut justifier une action militaire indéfiniment. Pour beaucoup, cela signifie peur et incertitude. Mais pour ceux bénéficiant de l'infrastructure de sécurité, ce schéma offrait une opportunité importante. Car si la guerre froide a appris quelque chose aux Wallenberg, c'est bien cela. L'ennemi le plus rentable est celui que l'on peut combattre indéfiniment sans jamais le vaincre. Mais voici ce qui rend cette guerre différente. La guerre froide avait besoin de chars et de missiles. La guerre contre le terrorisme a besoin de toute autre chose. Information, données, surveillance. Pour combattre un ennemi qui peut être n'importe qui, n'importe où, il faut surveiller tout le monde
partout, tout le temps. Et qui construit l'infrastructure qui rend la surveillance totale possible? Eh bien, une entreprise en particulier se distingue. Ericsson, le géant suédois des télécommunications, est l'un des joyaux de la couronne de l'empire Wallenberg. Après le 11 septembre, les contrats gouvernementaux et de défense d'Ericsson ont fortement augmenté. Ils construisent l'infrastructure des télécommunications pour l'OTAN, pour l'armée américaine, pour les agences de renseignement à travers le monde occidental. La version officielle, protéger les citoyens contre le terrorisme. La réalité, créer le réseau de surveillance le plus complet de l'histoire de l'humanité. Voici comment cela fonctionne. Chaque appel téléphonique, chaque message texte, chaque recherche sur Internet, tout passe par l'infrastructure des télécommunications. Et si vous contrôlez cette infrastructure, vous contrôlez l'information. Mais les télécommunications traditionnelles n'étaient qu'un début. La 5G apporte une véritable transformation. Au-delà d'un Internet plus rapide, elle constitue la base de l'Internet des objets. Votre voiture, maison, dispositifs médicaux et transactions financières sont connectés et transmettent constamment des données. Ericsson compte parmi les principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures 5G. Ils ne construisent plus seulement des réseaux pour les appels téléphoniques, ils construisent le système nerveux d'une société totalement connectée, totalement surveillée. Les critiques soulignent un schéma inquiétant. La famille État, qui a profité de l'équilibre de la guerre froide pendant 50 ans, contrôle maintenant des infrastructures clés pour les systèmes de surveillance occidentaux. Il ne s'agit plus de choisir des camps, il s'agit d'être indispensable au camp qui a gagné. Décembre 2019. Un nouveau virus apparaît à Wuhan, Chine. En quelques mois, le monde est confiné. Les économies sont gelées, les populations enfermées. La plus grande perturbation de la vie normale depuis la Seconde Guerre mondiale. Une fois de plus, la crise crée des opportunités. AstraZeneca, l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques au monde, principal producteur de vaccins contre la Covid-19, et un autre atout clé du portefeuille Wallenberg. Pendant la pandémie, AstraZeneca décroche des milliards de contrats gouvernementaux. Les vaccins sont distribués à des millions de personnes. Les profits, extraordinaires. Mais c'est ici que l'ancien schéma réapparaît. Le même modèle que pendant la guerre froide. Créer la dépendance, assurer la continuité, maximiser le profit. Les vaccins ne touchent pas que la santé. Ils ouvrent la voie aux passeports sanitaires numériques, au traçage et aux identités numériques liées à votre statut médical. Et qu'est-ce qui fait fonctionner ces systèmes, les WOTIS? L'infrastructure de télécommunication, la même infrastructure que fournit Ericsson. Des chercheurs observent un schéma émergent. La guerre contre le terrorisme a justifié une surveillance constante. La pandémie a un suivi sanitaire continu, les deux reposant sur une infrastructure contrôlée par les mêmes intérêts familiaux. Analysons les mathématiques de la spéculation sur les crises modernes. Malgré l'évolution depuis la guerre froide, les principes demeurent maniement. Première étape, identifier ou créer une crise qui justifie des mesures d'urgence. Terrorisme, pandémie, climat. Les détails n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est la réaction que cela permet. Deuxième étape, se positionner comme essentiel à la solution. Construire l'infrastructure, fournir la technologie, devenir indispensable. Troisième étape en ces actes, s'assurer que la crise ne se résout jamais complètement. Il y a toujours un nouveau variant, une nouvelle menace, une nouvelle raison pour laquelle les mesures d'urgence doivent continuer. Les données racontent l'histoire. Les avoirs de Wallenberg affichent constamment une croissance extraordinaire pendant les crises mondiales. Non pas malgré le chaos, mais grâce à lui. La guerre froide a rapporté des milliards. La guerre contre le terrorisme des dizaines de milliards, la pandémie. Certaines estimations suggèrent que la création de valeur à travers leur portefeuille atteint des centaines de milliards. Cette ère de contrôle est fondamentalement différente. La guerre froide a engendré une dépendance militaire. Les deux superpuissances avaient besoin de l'acier et de la technologie suédoise pour se battre. La dépendance actuelle est bien plus intime et totale. Votre téléphone utilise des réseaux qu'il contrôle, votre argent passe par des systèmes bancaires qu'ils influencent, vos données de santé sont stockées sur leur infrastructure. Désormais, chaque individu, transaction et communication est dépendant, pas seulement les gouvernements. La guerre froide a pris fin lorsque l'Union soviétique s'est effondrée. Mais comment mettre fin à une guerre lorsque le champ de bataille est la vie numérique elle-même? Lorsque l'infrastructure du contrôle est tissée dans le tissu même de l'existence moderne. Voici ce qui empêche les critiques de dormir. Pendant la guerre froide, les Wallenberg auraient eu accès aux renseignements des deux côtés.
L'avantage informationnel était leur atout. Avec une infrastructure de télécommunications mondiale, l'accès à l'information a une portée bien plus grande. Edward Snowden a révélé que les agences de renseignement interceptaient les câbles à fibre optique pour accéder à d'importantes communications privées. Mais ces câbles, ces réseaux, ces stations de commutation, quelqu'un les construit, quelqu'un les entretient et quelqu'un y a accès. Nous ne disons pas qu'Ericsson surveille. Il nie de telles activités, mais la capacité technique existe. Et l'histoire suggère que la famille Wallenberg comprend la valeur de l'avantage informationnel. La guerre contre le terrorisme a instauré une surveillance permanente. La pandémie, un suivi de la santé. Tous deux justifiés par la crise et basés sur leur infrastructure contrôlée. Pour mesurer l'ampleur réelle, il faut examiner l'étendue de l'empire moderne des Wallenberg. Parce que les télécommunications et les produits pharmaceutiques, ce n'est que le début. Le vrai pouvoir réside dans la manière dont ces éléments s'unissent. Un système si intégré, si essentiel à la vie moderne, qu'il devient impossible d'imaginer le monde fonctionner sans lui. Bienvenue dans l'empire Wallenberg du XXIe siècle. Stockholm ressemble de l'extérieur à toute capitale européenne moderne. Immeubles élégants, citoyens prospères, démocratie efficace. Mais sous la surface, l'influence d'une famille touche presque tous les aspects de la vie économique suédoise et mondiale. Le Wallenberg moderne n'est plus bâti sur des accords secrets conclus dans des pièces enfumées. Aujourd'hui, il est organisé via des fondations, des sociétés de portefeuille et un réseau de contrôle d'entreprises si complexe que même les experts peinent à en dresser la carte. Au centre se trouve Investor AB, la société de portefeuille phare de la famille, cotée en bourse, mais contrôlée par les fondations Wallenberg. Structure brillante, une propriété publique en apparence, mais un contrôle familial réel. Les fondations détiennent les actions de contrôle, la famille siège au conseil d'administration des fondations, et la loi suédoise leur accorde des droits de vote spéciaux qui amplifient leur contrôle bien au-delà de leur pourcentage réel de propriété. Dans certaines participations, ils ont moins de 10% du capital, mais contrôlent plus de 40% des voix. C'est parfaitement légal et parfaitement efficace. Alors, qu'est-ce qu'ils contrôlent réellement ? Commençons par ce que vous pouvez voir. AstraZeneca, l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques au monde, avec une capitalisation boursière de plus de 200 milliards de dollars. Les Wallenberg ont contribué à fonder AstraZeneca et gardent une forte influence. Pendant la Covid-19, AstraZeneca est devenu un nom connu de tous. Leur vaccin a été diffusé dans plus de 180 pays, rapportant des milliards grâce aux contrats publics. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Les vaccins n'était antique qu'un point d'entrée, la véritable valeur, c'était l'infrastructure de santé numérique qui les accompagnait. Système de traçage, passeport de santé numérique, collecte de données médicales à une échelle sans précédent. Ensuite, il y a Ericsson. Nous avons parlé de leur domination dans la 5G, mais la portée est encore plus large. Ils ne se contentent pas de construire des tours cellulaires, ils fournissent des solutions réseau de bout en bout pour plus de 1000 réseaux dans 180 pays. Si vous avez passé un appel aujourd'hui, il est probable qu'il ait utilisé l'infrastructure d'Ericsson à un moment. Leur technologie soutient les communications militaires, le renseignement, la sécurité des frontières et le contrôle, tout en se dissimulant sous des commodités pour les consommateurs. Pas seulement la société automobile disparue depuis longtemps. Aujourd'hui, Saab AB est un important contractant de la défense, spécialisé dans les avions de chasse, les systèmes de missiles et la technologie de surveillance. Le chasseur Gripen est exporté vers de nombreux pays. Mais voici la partie intéressante. Chaque vente comprend des contrats de service à long terme et des mises à niveau de pièces, générant des décennies de dépendance à l'expertise suédoise et aux chaînes d'approvisionnement contrôlées par Wallenberg. Skandinaviska Enskilda Banken, l'une des plus grandes banques d'Europe du Nord, où l'histoire des Wallenberg a commencé il y a près de 2 siècles. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement une banque, c'est un réseau d'intelligence financière qui gère les actifs des familles les plus riches d'Europe et traite des milliards de transactions chaque jour. En observant les flux monétaires qui révèlent les tendances économiques avant qu'elles ne deviennent publiques, leur division de banque privée sert les ultra-riches, le genre de clients qui influencent les marchés. Et lorsque vous gérez leur argent, vous connaissez leurs plans avant même qu'ils ne les mettent à exécution.
Atlas Copco, moins glamour que la pharmacie ou les télécoms, mais probablement plus essentiel. Ils fabriquent les machines, enfin de qui fabriquent tout le reste. Équipements miniers, compresseurs industriels, automatisation de la production, la base de la production industrielle, chaque batterie de véhicule électrique, chaque puce informatique, chaque élément des infrastructures modernes. Quelque part dans la chaîne d'approvisionnement, l'équipement Atlas Copco a joué un rôle. C'est la position en amont ultime. Contrôler les outils de production et vous influencer tout ce qui en découle en aval. C'est là que ça devient intéressant. Ce ne sont pas seulement des entreprises distinctes, elles sont conçues pour fonctionner ensemble et renforcer leur pouvoir mutuel. Ericsson construit des infrastructures de télécommunications. Cette infrastructure transporte les données de santé pour les systèmes numériques d'AstraZeneca. Scandinaviska Enskilda Banken finance l'achat d'équipements chez Atlas Copco. SAAB assure la sécurité des installations critiques. Certains analystes l'appellent le système des sphères. Les membres de la famille supervisent divers secteurs mais partagent le même objectif, maintenir et accroître l'influence des Wallenberg. Jacob Wallenberg siège au conseil d'administration d'Investor, AB. Son cousin préside le conseil de la fondation. Un autre membre de la famille influence la stratégie de Scandinaviska Enskilda Banken. Cela paraît distribué, mais c'est en fait très coordonné. Revenons un instant sur la Covid-19, car ce qui ressemblait à une crise de santé publique était aussi le test de résistance parfait pour le système Wallenberg moderne. Mars 2020, les confinements commencent. AstraZeneca lance le développement du vaccin. Ericsson voit une explosion de la demande pour les infrastructures réseau, alors que tout le monde travaille à domicile. Atlas Copco fournit des équipements pour les installations médicales d'urgence. À la fin de 2021, les entreprises de la sphère Wallenberg ont vu leur valeur boursière combinée augmenter d'environ 100 milliards de dollars. Coïncidence ou résultat d'un portefeuille spécifiquement conçu pour profiter précisément de ce type de crise? Le vrai changement n'était pas seulement le profit, mais l'accélération. La Covid-19 a compressé 10 ans de transformation numérique en 10 mois, travail à distance, paiement numérique, télémédecine, enseignement en ligne, traçage des contacts, tout cela nécessitant une infrastructure que l'empire Wallenberg contribue à fournir. La pandémie n'a pas créé de dépendance, elle a rendu celles existantes visibles et durables. Janvier 2024. Davos, Suisse, la réunion annuelle du Forum économique mondial. Parmi les participants, Marcus Wallenberg, représentant les intérêts de la famille, côtoie des chefs d'État, des présidents directeurs généraux de la tech et des banquiers centraux. Le Forum économique mondial est souvent considéré comme un simple événement de réseautage pour l'élite mondiale. Mais regardez de plus près ce qui s'y passe réellement. Klaus Schwab, fondateur du Forum économique mondial, évoque le capitalisme des parties prenantes et la grande réinitialisation, concept abstrait jusqu'à leur compréhension concrète. Les partenariats publics-privés, l'influence des entreprises sur la politique et la frontière floue entre États et intérêts privés, et qui est parfaitement positionné pour ce monde. Des familles comme les Wallenberg, qui ont passé des siècles à maîtriser l'art de la collaboration publique-privée. Le programme des Young Global Leaders du World Economic Forum a inclus des noms familiers. Emmanuel Macron, Jacinda Ardern, Mark Zuckerberg, des dirigeants qui ont ensuite mis en œuvre des politiques remarquablement alignées sur les recommandations du World Economic Forum. Les Wallenberg n'ont pas besoin d'assister à chaque réunion. Ils ont mis des années à tisser des liens avec les participants. Voici comment ils gardent leur pouvoir en évitant les regards indiscrets. Fondation et philanthropie, le semblant de restituer à la société. Les fondations Wallenberg font don de centaines de millions à la recherche, à l'éducation et à la culture. En surface, c'est admirable, mais regardez ce qu'ils financent. La recherche en télécommunications, les études biomédicales, l'innovation industrielle. En gros, les fondations financent trop des recherches qui profitent aux entreprises dotées du portefeuille Wallenberg, c'est brillant. Obtenez des avantages fiscaux pour les dons. Développez la propriété intellectuelle grâce à la recherche universitaire, puis commercialisez-la via vos propres entreprises, et il y a un autre avantage. Lorsque vous financez de grandes institutions de recherche, vous gagnez de l'influence sur ce qui est étudié, ce qui est publié, quelles narrations sont acceptées comme vérité. Certains critiques appellent cela la captation académique.
Les fondations ne suppriment pas directement la recherche, elles financent simplement massivement certains types d'investigations, tandis que d'autres peinent à trouver des ressources. Comparez les Wallenberg aux milliardaires américains. Elon Musk tweet constamment, Jeff Bezos possède des journaux, Bill Gates est omniprésent dans les médias. Les Wallenberg, on les voit à peine. Peu d'interviews, discrétion sur les réseaux sociaux, absence de télé-réalité et de conflits publics. Et c'est quoi Mvideri? Être, pas paraître. La devise familiale est plus qu'une phrase, c'est une stratégie surtout utile avec de l'influence sur les médias suédois. Pas forcément la propriété, mais plutôt des relations, des membres du conseil d'administration commun, des revenus publicitaires, toutes ces pressions subtiles qui influencent la couverture médiatique. Résultat, une famille contrôlant 275 milliards de dollars d'actifs reçoit bien moins d'attention que des milliardaires individuels bien moins puissants. La dynastie continue. La prochaine génération est déjà en place. Jacob Wallenberg, Marcus Wallenberg, ils ne sont pas les fondateurs, ils sont de la 6e génération et ils ont parfaitement adapté le modèle à l'ère moderne. Moins de transactions secrètes, plus de positionnement stratégique, moins de contrôle direct des entreprises, plus de contrôle sur l'infrastructure dont ces entreprises dépendent. Ils parlent le langage du capitalisme moderne, de la durabilité, de la valeur pour les parties prenantes, de la responsabilité d'entreprise, tout en maintenant l'objectif fondamental de leurs ancêtres, le pouvoir générationnel. Nous avons donc vu les entreprises, les connexions, l'influence, mais ce n'est que la structure visible. La vraie question est, comment maintiennent-ils ce niveau de contrôle à travers les générations? Comment une famille reste-t-elle puissante pendant près de 2 siècles alors que d'autres montent et tombent en quelques décennies? La réponse réside dans quelque chose de plus fondamental que la richesse ou les avoirs d'entreprise. C'est le système lui-même, l'architecture invisible du pouvoir qui fait des Wallenberg des riches et des personnes essentielles. C'est ce que nous devons explorer ensuite. Une araignée n'attrape pas sa proie par la force, elle tisse une toile, puis elle attend. Les Wallenberg ont passé 170 ans à tisser une toile. Pas de soie, mais de dépendance, d'obligations et d'avantages structurels si profondément ancrés dans les systèmes suédois et mondiaux que les retirer ferait tout s'effondrer. C'est ainsi que l'on transforme une richesse temporaire en un pouvoir permanent. En Suède, on appelle cela des sphères d'influence. Différentes familles contrôlent traditionnellement différents secteurs de l'économie. Les Wallenberg contrôlent simplement les secteurs les plus importants. Mais cela va plus loin que la simple possession d'entreprises. Il s'agit de véritables effets de réseau, d'être le nœud qui relie tout le reste. Regardez les conseils d'administration des entreprises suédoises. Les mêmes noms reviennent sans cesse. Ce ne sont pas toujours directement des membres de la famille Wallenberg, mais des personnes issues des entreprises Wallenberg qui doivent leur poste au soutien des Wallenberg. Un jeune cadre démarre chez Investor AB. Se distingue, rejoint une entreprise du portefeuille, accède au conseil d'administration d'une autre société, puis obtient éventuellement une nomination gouvernementale. À chaque étape, ils savent où va leur loyauté. Ce n'est pas dit explicitement, c'est simplement compris. La Suède est une démocratie avec des élections libres et des transitions pacifiques, mais certains se demandent qui gouverne vraiment. Regardez la direction politique suédoise au cours des 50 dernières années. Premier ministre, ministre des Finances, gouverneur de la Banque centrale. Un nombre inhabituel d'entre eux ont soit travaillé pour des entreprises Wallenberg, soit ont des liens familiaux étroits avec cette sphère. Le schéma est subtil, mais constant. Les politiciens accomplissent leur mandat, puis prennent des postes lucratifs dans des entreprises affiliées à Wallenberg, où des cadres de cette sphère intègrent le gouvernement, puis retournent ensuite à des postes plus élevés. Ce n'est pas de la corruption traditionnelle, pas de pot de vin ni de contrepartie explicite, seulement une compréhension commune du système. Et regardez la politique suédoise au fil des décennies, des réglementations bancaires qui favorisent les acteurs en place, des politiques de télécommunications qui avantagent Ericsson, des contrats de défense qui vont à Saab. Chaque décision peut être justifiée individuellement. Collectivement, elle crée un environnement où les intérêts de Wallenberg prospèrent constamment. Mais le contrôle politique est temporaire. Les politiciens vont et viennent. Les Wallenberg ont bâti quelque chose de plus durable, une influence sur les institutions qui modèlent la pensée des gens.
L'école d'économie de Stockholm, l'école de commerce la plus prestigieuse de Suède, est profondément liée à la famille Wallenberg depuis sa fondation. Les futurs dirigeants d'entreprises suédoises, politiciens et banquiers centraux y étudient et ce qu'ils y apprennent façonne leur vision du monde. Ce n'est pas de la propagande grossière, mais une vision spécifique du fonctionnement des économies, du rôle de l'entreprise privée, de l'importance des institutions établies et de la valeur de la stabilité face à la perturbation. Les diplômés ne quittent pas l'école comme des loyalistes de Wallenberg, mais avec une vision du monde simplement alignée sur ses intérêts. Et il y a aussi la recherche. Les fondations Wallenberg ne sont pas seulement caritatives, elles sont stratégiques. Des centaines de millions affluent vers des domaines comme les télécommunications, les sciences de la vie et l'innovation industrielle, où opèrent les entreprises de Wallenberg. La recherche est publiée dans des revues prestigieuses, elle est citée dans les débats politiques, elle devient la preuve objective qui justifie des politiques profitant aux entreprises qui ont financé la recherche. Ce n'est pas un complot, c'est juste le fonctionnement des systèmes façonnés depuis longtemps par une famille. La Suède a une presse libre, sans propriété de l'État, sans censure de l'État, sans journalistes emprisonnés, mais la liberté de la presse ne signifie pas l'indépendance vis-à-vis de l'influence. Les Wallenberg ne détiennent plus directement les principaux journaux suédois. Ils n'en ont pas besoin, mais les entreprises Wallenberg sont de grands annonceurs et leurs banques financent les médias. Leurs dirigeants siègent au conseil d'administration des fondations médias. Personne n'appelle pour dire « ne publiez pas cette histoire ». Ce n'est pas nécessaire. Les rédacteurs en chef comprennent que des critiques persistantes envers les principaux annonceurs ont des conséquences. Résultat, les médias suédois couvrent largement les scandales individuels lorsqu'ils se produisent. Mais les questions systématiques s'entendent sur le pouvoir des Wallenberg, ces histoires sont étonnamment rares. Et à l'international, c'est presque un silence total. Les Wallenberg sont à peine mentionnés dans les médias internationaux. Aucun portrait dans Forbes, pas de conférences technologie, entertainment, design, pas de tweets controversés attirant l'attention. Quand vous possédez l'infrastructure dont tout le monde dépend, vous n'avez pas besoin d'une couverture médiatique positive, seulement de l'absence de couverture négative. Et ça, ils l'ont parfaitement maîtrisé. C'est là que ça devient sophistiqué. Oubliez politiciens et journaux, le vrai pouvoir est dans les choses ennuyeuses. Les réglementations, normes techniques et règles définissent le fonctionnement des marchés, comme celles sur les télécommunications dans l'Union européenne. Qui, selon vous, rédige les normes techniques? Les ingénieurs de sociétés comme Ericsson. Qui d'autre a l'expertise requise? Les réglementations semblent neutres, techniquement complexes, décidées par des experts, mais ces experts travaillent souvent pour les entreprises qui sont réglementées. Il en résulte des normes favorisant l'infrastructure existante, compliquant la concurrence pour les nouveaux entrants, protégeant les leaders du marché tout en semblant promouvoir la concurrence. Même chose dans la banque. Qui conseille la Fed ou l'autorité suédoise sur la réglementation? Souvent des personnes de Skandinaviska, Enskilda, Banken ou d'autres grandes banques. Ils ne sont pas corrompus, ils cherchent généralement à faire de bonnes politiques. Mais leurs hypothèses sur ce qui constitue une bonne pratique bancaire coïncident avec des modèles qui profitent aux institutions dont ils sont issus. Mais tout cela, l'influence politique, les relations avec les médias, la capture réglementaire, ne fonctionnent que grâce à quelque chose de plus fondamental. La dépendance structurelle. L'infrastructure des télécommunications de la Suède, ses principaux systèmes de défense, ses plus grandes entreprises pharmaceutiques, ses fabricants d'équipements industriels. Ce ne sont pas seulement des entreprises importantes, ce sont des systèmes essentiels au fonctionnement de la Suède moderne. Supposons que le gouvernement suédois décide de s'opposer réellement au pouvoir Wallenberg pour briser la sphère. Que se passe-t-il? Les réseaux télécoms doivent être restructurés, les chaînes d'approvisionnement de la défense perturbées, la recherche pharmaceutique perd son financement, les exportations industrielles sont incertaines, des milliers d'emplois menacés, les fonds de pension exposés, la confiance internationale ébranlée. Ce n'est pas qu'on ne peut pas les défier, c'est que le coût d'une telle action dépasse ce que n'importe quel système démocratique peut tolérer. Ils se sont rendus trop importants pour échouer, non seulement par leur taille, mais aussi par leur interconnexion, en devenant une infrastructure essentielle. Et voici comment ils s'assurent que cela continue. Le talent. Chaque année, la sphère Wallenberg recrute les meilleurs diplômés des universités suédoises.
Ils offrent les meilleurs emplois, le travail le plus stimulant, la progression de carrière la plus rapide. En Suède, si tu es ambitieux et talentueux, tu peux soit intégrer le système Wallenberg pour progresser vite, soit rester dehors et te demander pourquoi ta carrière stagne. Tout le monde n'accepte pas. Certains gardent leur indépendance, mais suffisamment de personnes le font. À chaque génération, la sphère acquiert les talents nécessaires à sa survie et les forme sans se limiter à les embaucher. Des programmes de leadership, des rotations internationales et une exposition à divers domaines. À l'arrivée à un poste de direction supérieure, ils ont intériorisé le système, ils comprennent comment il fonctionne, ce qu'il sert, ce qu'il menace. Ils deviennent des participants volontaires à leur propre intégration dans la structure. Mais la Suède est petite, seulement 10 millions d'habitants. Comment une famille suédoise maintient-elle une influence mondiale grâce à quelque chose de brillant? Ils n'essaient pas de tout contrôler directement, ils deviennent des nœuds essentiels dans les réseaux mondiaux. Ericsson collabore avec des géants technologiques américains pour partager la technologie 5G et intégrer les systèmes. Ils ne concurrencent pas la Silicon Valley, ils deviennent l'infrastructure dont dépend la Silicon Valley. AstraZeneca collabore avec des entreprises pharmaceutiques américaines et britanniques. Recherche conjointe, distribution partagée. Ils ne cherchent pas à dominer seuls, mais à rester indispensables à toute domination. Les représentants Wallenberg siègent au conseil d'administration de grandes entreprises internationales, non comme actionnaires de majoritaires, mais comme conseillers de confiance, faisant le lien entre affaires européennes et américaines. Ils ont appris de l'histoire. Le contrôle direct provoque la résistance, mais être indispensable pousse les gens à protéger cela. Mais peut-être la partie la plus importante du système, il est conçu pour survivre aux crises, pour s'adapter, pour en ressortir plus fort. Après chaque grande crise du siècle dernier, les Wallenberg en sont ressortis avec plus de pouvoir, pas moins. Première guerre mondiale, ils ont approvisionné tous les camps. Seconde guerre mondiale, collaboration avec les nazis, suivie d'une réhabilitation discrète. Guerre froide, ils se sont positionnés entre les deux superpuissances. Crise financière de 2008, leurs banques ont moins dépendu du soutien public que d'autres. Covid-19 bien positionné pour la transformation numérique. Ce n'est pas de la chance, mais la conception des systèmes. Ils maintiennent des participations diversifiées dans plusieurs secteurs. Si une industrie rencontre des difficultés, les autres compensent. Ils évitent la politique et restent constants malgré les changements de gouvernement. Surtout, ils ont été utiles aux détenteurs du pouvoir. Les démocraties comme les autocraties ont besoin de leur infrastructure. Le système politique importe peu, c'est la dépendance qui compte. La plupart des familles riches perdent leur fortune en 3 générations. Les Wallenberg en sont à la 7e génération et sont plus puissants que jamais. Comment? D'abord, ils séparent ensemble la famille et les affaires. Les membres de la famille n'obtiennent pas automatiquement des postes de direction. Ils doivent en faire leurs preuves, souvent en dehors du cercle familial d'abord, mais une fois qu'ils ont fait leurs preuves, ils sont placés de manière stratégique. Différents membres de la famille dans différents secteurs, coordonnés mais pas concentrés. Si l'un échoue, le système continue et ils pensent en génération et pas en trimestre. Des investissements fructueux dans 20 ans, des relations utiles lors de la prochaine crise. Une patience née de la certitude que ta famille a des siècles devant elle, pas seulement ta carrière. Nous avons donc vu le web, la capture politique, l'influence académique, les relations médiatiques, le contrôle réglementaire, l'architecture de dépendance. Tout cela n'est pas seulement conçu pour gagner de l'argent, mais pour s'assurer que l'enrichissement continue pour toujours. Mais il reste une question. Où cela nous mène-t-il? À quoi ressemble l'avenir lorsqu'une famille a passé 170 ans à perfectionner l'art de profiter des crises et du contrôle structurel? Si vous trouvez déjà impressionnant ce qu'ils ont construit, attendez de voir ce qu'ils préparent ensuite. Le jeu final ultime, et si quelqu'un peut l'arrêter. Imaginez un monde où chaque transaction est numérique, chaque communication surveillée, chaque mouvement suivi, chaque décision influencée par des algorithmes contrôlés par une poignée d'entreprises. Pour la plupart des gens, cela ressemble à de la science-fiction dystopique. Pour les Wallenberg, c'est le plan d'affaires. La pandémie a accéléré des tendances qui étaient déjà en cours, la disparition de l'argent liquide, les paiements numériques devenant la norme, les documents physiques remplacés par des identités numériques. Et maintenant, les banques centrales du monde entier développent leur propre monnaie numérique, pas des crypto-monnaies comme Bitcoin.
De l'argent numérique contrôlé par le gouvernement. Chaque transaction traçable, chaque compte contrôlable. Qui construit l'infrastructure? Des entreprises, comme celle de la sphère Wallenberg, système bancaire, réseau de télécommunications, protocole de sécurité. Elles ne poussent pas directement pour les monnaies numériques. Elles y veillent simplement à ce que, quand cela se produira, l'infrastructure passe par des systèmes sous leur influence. Réfléchis au contrôle offert. Avec l'argent liquide, les transactions sont difficiles à tracer, alors qu'une monnaie numérique permet de tout suivre. Le fournisseur d'infrastructure voit tout, sait tout. Pas seulement ce que tu achètes, mais aussi les habitudes, les connexions sociales basées sur les flux de paiement, les affiliations politiques révélées par les dons, l'état de santé déduit des achats médicaux. La guerre froide leur a apporté un avantage grâce aux télécommunications. L'ère de la monnaie numérique leur donne des informations sur le comportement humain à un niveau de détail jamais atteint auparavant. Mais les monnaies numériques ne sont qu'un début, oui. La vraie transformation, c'est l'intelligence artificielle. Les fondations Wallenberg investissent des milliards dans la recherche sur l'intelligence artificielle, mais pas dans les applications grand public, les applications industrielles. L'intelligence des infrastructures. L'intelligence artificielle qui optimise les réseaux de télécommunications, qui prédit les pannes d'équipements dans l'industrie, qui traite les données médicales pour la recherche pharmaceutique, qui analyse les transactions financières pour les banques. Remarquez le schéma. Chaque application d'intelligence artificielle renforce les actifs existants des Wallenberg, les rend plus efficaces, plus essentiels, plus difficiles à remplacer. Voici ce qui empêche certains chercheurs de dormir. Les systèmes d'intelligence artificielle nécessitent d'énormes quantités de données d'entraînement. D'où viennent ces données? Les réseaux de télécommunications qu'Ericsson aide à gérer, les dossiers médicaux traités par les systèmes d'AstraZeneca, les transactions financières qui transitent par Skandinaviska Enskilda Banken, les opérations industrielles surveillées par les équipements d'Atlas Copco. Ils ne font pas que construire l'intelligence artificielle, ils contrôlent les données qu'il entraîne. Et celui qui contrôle les données d'entraînement contrôle ce que l'intelligence artificielle apprend, ce qu'elle optimise et les intérêts qu'elle sert. Le changement climatique et la nouvelle crise mondiale, un schéma déjà observé. La crise crée des opportunités, surtout pour ceux qui sont en position de profiter de la solution. La sphère Wallenberg a d'importants investissements dans les technologies vertes, les infrastructures d'ondes d'énergie éolienne, les composants de véhicules électriques, les systèmes de capture du carbone et examine les politiques climatiques proposées dans le monde entier. Crédit carbone, obligations d'infrastructures vertes et exigences pour véhicules électriques génèrent une demande pour les technologies des entreprises Wallenberg. Certains défenseurs de l'environnement s'en réjouissent. Enfin, disent-ils, les intérêts des entreprises s'alignent sur la nécessité environnementale. Mais les critiques soulignent quelque chose de gênant. Les politiciens climatiques les plus encouragés ne sont pas toujours les plus efficaces pour l'environnement. Ce sont celles qui nécessitent le plus d'infrastructures, le plus de transformation industrielle, le plus de dépendance à de nouveaux systèmes. Les solutions simples consomment moins, vivent plus localement, réduisant la complexité. Celles-ci demandent peu d'infrastructures, ne créent pas de dépendance ni de profit, contrairement aux solutions technologiques complexes. Réseaux intelligents, capture du carbone ou installation massive d'énergie renouvelable. Elles requièrent des équipements, du financement, des télécommunications et tout ce que la peur des Wallenberg apporte. La guerre froide visait à gérer les conflits. La crise climatique consiste à gérer le salut et dans les deux cas, les Wallenberg se positionnent comme indispensables à la solution. Mais leur pari le plus ambitieux concerne peut-être un aspect encore plus fondamental, la biologie humaine. AstraZeneca ne fabrique plus seulement des vaccins, ils sont aussi leaders en médecine et thérapie génique, ainsi qu'en médecine personnalisée basée sur les profils génétiques. Et les fondations Wallenberg financent la recherche sur l'allongement de la vie, l'amélioration cognitive, la fusion de la biologie humaine et de la technologie. Pour beaucoup, c'est du progrès. Soigner des maladies, vivre plus longtemps en bonne santé. Qui s'y opposerait? Pensez aux conséquences. Dans un monde où votre santé dépend de thérapies génétiques propriétaires, vous ne dépendez pas seulement des entreprises pharmaceutiques, même pour les traitements, vous dépendez d'elles pour la vie elle-même. Dans un monde où l'amélioration cognitive devient la norme, ceux qui n'y ont pas accès prennent du retard, créant un fossé biologique renforcé par l'inégalité économique.
La guerre froide a créé une dépendance militaire. L'ère numérique a créé une dépendance à l'information. Le futur transhumain crée une dépendance biologique. Et qui est en position de contrôler l'accès à la biotechnologie qui prolonge la vie et améliore les performances. Les mêmes familles qui ont passé des siècles à perfectionner l'art de la dépendance contrôlée. Mais pour comprendre où cela nous mène vraiment, nous devons examiner la vision d'ensemble. Ce que Klaus Schwab et le Forum économique mondial nomment le capitalisme des parties prenantes, que d'autres appellent la grande réinitialisation, l'idée est simple, le capitalisme est inefficace, la gouvernance démocratique trop lente. Nous avons besoin d'un partenariat entre entreprises éclairées et gouvernements rationalisés. Des partenariats publics-privés prennent des décisions trop complexes pour les électeurs, tandis que des experts privés gèrent des systèmes trop importants pour la politique. Cela paraît raisonnable en termes d'efficacité, mais voyez ce que cela implique concrètement. Des entreprises qui créent leur propre réglementation, des sociétés gérant des infrastructures publiques à but lucratif, des décisions techniques échappant au contrôle démocratique. Qui profite de ce système ? Des familles comme les Wallenberg qui ont passé des siècles à construire précisément ce modèle. Ils pratiquent les partenariats publics-privés depuis qu'André Oscar Wallenberg conseillait la royauté suédoise tout en dirigeant sa banque. Ce n'est pas nouveau, cela devient simplement le système officiel, enfin formalisé. Relions les points, une monnaie numérique sur leur infrastructure, une intelligence artificielle formée avec leurs données, des solutions climatiques dépendant de leur technologie, la biotechnologie créant des dépendances sanitaires, une gouvernance technocratique renforçant le pouvoir des entreprises. Chaque élément semble séparé. Ensemble, ils forment quelque chose d'inédit. Un système où la vie humaine, économique, physique, sociale, même biologique, passe par une infrastructure contrôlée par une poignée d'intérêts. Vous ne pouvez pas refuser la monnaie numérique si c'est le seul moyen de paiement légal. Impossible d'éviter l'intelligence artificielle si elle gère l'emploi, ni l'infrastructure climatique imposée par les gouvernements, ni la biotechnologie si elle devient essentielle médicalement. La guerre froide a poussé les deux camps à dépenser par peur de l'autre. Le système futur rend tout le monde dépendant en contrôlant vos besoins vitaux. Souviens-toi, Mark Wallenberg retrouvé mort près d'un lac suédois en 1971. La version officielle, suicide. L'alternative murmurée, un homme qui en savait trop et ne pouvait pas vivre avec ça. Il n'est pas le seul. Au fil des décennies, il y a eu d'autres journalistes qui sont allés trop loin, des régulateurs qui ont posé des questions gênantes, des politiciens qui ont proposé de briser les concentrations de pouvoir. Certains ont vu leur carrière ruinée, d'autres ont eu des ennuis judiciaires, et certains, comme Mark, ont disparu de l'histoire. Le système se protège lui-même, pas forcément par une violence trop évidente, mais par la marginalisation, la destruction de carrières, en rendant la résistance si coûteuse que peu de gens s'y risquent. Alors, peut-on l'arrêter ? Un système aussi enraciné, aussi essentiel, aussi sophistiqué, peut-il être remis en question ? Certains pensent que oui. Par la transparence, par la mobilisation démocratique et la création de systèmes alternatifs qui ne dépendent pas d'infrastructures centralisées. Par des technologies décentralisées impossibles à contrôler, des économies locales moins dépendantes des systèmes mondiaux, des alternatives open source aux infrastructures propriétaires. Les outils existent. Reste à voir si assez de gens verront le besoin avant que les dépendances ne deviennent totales. Voici la vérité. Les Wallenberg ne sont pas stupides, ils se préparent à la résistance depuis 170 ans. Chaque alternative qui prend de l'ampleur finit soit par être rachetée, soit par être régulée jusqu'à disparaître, soit ne peut tout simplement pas passer à l'échelle sans utiliser l'infrastructure qu'ils contrôlent. Il n'est pas impossible de les défier, c'est juste que le système est conçu pour qu'une contestation réussie exige plus de coordination, plus de ressources et un effort soutenu bien supérieur à ce que les mouvements humains parviennent généralement à accomplir. Nous sommes donc confrontés à un choix, non pas entre le bien et le mal, c'est trop simple, mais entre différentes versions du futur. Une vision, système performant, géré par des experts, optimisation intelligence artificielle, intégration numérique, amélioration biotechnologique. Et un monde où les problèmes complexes sont résolus par ceux qui ont l'expertise et les ressources, où les crises sont gérées par ceux qui sont en position de les gérer. C'est ordonné, fonctionnel, et cela retire complètement tout choix significatif de la vie des gens ordinaires. L'alternative, ce sont des systèmes démocratiques plus désordonnés, des marchés moins efficaces, une adoption technologique plus lente, mais aussi plus de contrôle local, plus de choix authentiques,
Plus d'espace pour vivre, pas optimisé par des algorithmes. Chaotique non parfois inefficace, balisme et l'agence humaine subsiste. Les Wallenberg n'imposent pas leur vision, ils en font simplement la voie la plus facile, le choix par défaut, inévitable. Chaque commodité acceptée, application téléchargée ou service adopté est un vote pour leur infrastructure. Non pas parce qu'ils l'imposent, mais parce qu'ils rendent l'alternative trop contraignante pour que la plupart y prêtent attention. Revenons donc à notre point de départ. Bilderberg 2024 à Madrid. Les Wallenberg à une table avec les personnes les plus puissantes du monde. Mais maintenant, vous comprenez qu'ils ne sont pas là pour recevoir des instructions, ils sont là parce qu'ils contrôlent l'infrastructure. Tous les autres dépendants de leur grand-père, qui a profité des crises grâce à la collaboration avec les nazis, l'équilibre de la guerre froide, la lutte antiterroriste et la pandémie. Chaque génération améliore le modèle, crée la dépendance, provoquer une crise, profiter de la solution et devenir indispensable. Certains voient les Wallenberg comme une famille qui construit son succès grâce à l'intelligence et à l'adaptation. D'autres y voient une exploitation systématique de la souffrance humaine. Les preuves soutiennent les deux interprétations. Ils ont financé, ils ont soutenu l'industrie suédoise, ils ont créé de l'emploi, ils ont encouragé l'innovation. Ces choses sont vraies. Ils ont aussi profité du génocide. Ils ont maintenu le conflit pour des gains financiers. Ils ont créé des systèmes de dépendance limitant la liberté humaine. Cela reste vrai. Il ne s'agit pas de vérifier les faits, mais de voir comment vous utilisez ces informations. En ce moment, quelqu'un à New York passe un appel téléphonique sur un réseau Ericsson, quelqu'un à Londres prend un médicament développé par AstraZeneca, quelqu'un à Berlin utilise un équipement fabriqué par Atlas Copco. Ils ignorent le nom Wallenberg et le système, mais en font partie, nous aussi. Les Wallenberg ont bâti leur empire sur un pari simple. La plupart des gens n'observeront pas attentivement, ne questionneront pas assez, ni ne s'organiseront assez pour remettre en cause les structures dont ils dépendent. Depuis 170 ans, ce pari a porté ses fruits. Que cela continue ou non, cela dépend de vous.